1900, le propriétaire d'un mas près de Nîmes se suicide en se pendant dans la maison. 14 ans plus tard, à l'aube de la Première Guerre mondiale, une jeune fille passe à un cheveu de la mort, lacérée à coups de couteau de boucher par son amoureux de l'époque qu'elle a éconduit. 2 faits divers qui, pour le moment, ne sont que ça. Pas de quoi défrayer la chronique, et d'ailleurs les journaux en parlent à peine à chaque fois. On s'occupe rarement de ceux qui se prennent eux-mêmes la vie, et une gamine à qui on fait un sale coup, c'est le dernier souci des flics de l'époque, qui en plus sont appelés au front. Il faudra attendre 1945 pour qu'un massacre sans précédent scelle pour de bon le destin de ce lieu macabre. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés du Mas maudit. « 25 décembre, 11h50 du matin. L'heure du zénith, si seulement le soleil avait réussi à percer. Le berger Rouget se balade dans la garrigue. Tout est particulièrement calme au lendemain du réveillon. Aujourd'hui, c'est Noël. Mais quand on travaille la terre ou qu'on élève des bêtes, les jours off, ça n'existe pas. Les Mazets, sortes de petites maisons en pierre qui se sont construites ces 30 dernières années autour du mas de Lose, sont silencieux. Le berger, pourtant, est un peu inquiet. Malgré la soirée de la veille, festive, il est comme oppressé par cette ambiance où seuls ses pas résonnent sur les graviers des chemins. Car la veille au soir, il a cru entendre comme des tirs, plus précisément des rafales, de mitraillettes peut-être, venant d'un des mas alentours, le mas de Lose. Depuis la libération, quelques mois plus tôt, cette exploitation qui a toujours été modeste ne compte qu'une centaine de moutons et une dizaine de chèvres, mais se porte bien. Les affaires marchent, et en ces périodes difficiles, on n'a pas à se plaindre. La bâtisse, elle, a déjà une 50aine d'années, et quelques pierres sont tombées çà et là. On accède à la maison uniquement à pied, par un petit sentier en lisière de forêt, et la pluie semble proche de s'abattre sur la campagne quand le berger décide de se faire une idée par lui-même. On n'est jamais trop prudent. Et puis, il se fait confiance. Lui qui a connu la Grande Guerre, il sait ce que c'est qu'un tir. Parce que quand même, ça ressemblait beaucoup à des coups de feu, ces bruits. En plein réveillon de Noël, en plus, c'est pas banal. C'est pas comme aujourd'hui en 1945. Les hommes en campagne sont tous plus ou moins chasseurs, sans compter que c'est un peu le sport national de la région, et ce, qu'importe les époques. En tout cas, ce n'est pas rare qu'un homme détienne un flingue ou un fusil. L'homme connaît très bien l'endroit car ce sont ses patrons qui habitent le mas de Lose. Il y a d'abord le père de famille, le maître de l'exploitation, Ferdinand, 42 ans. Son épouse, Joséphine, de 2 ans son aînée, est une maîtresse de maison qui n'hésite pas à s'impliquer dans la vie de la ferme. Ensemble, ils ont eu 3 enfants. René, le seul garçon, est l'aîné. Il a 16 ans et est déjà aussi grand que son père. Puis, il y a les 2 filles, Marie-Claire, 9 ans, et Anne-Marie, 8 ans, la petite dernière. Une famille sans histoire, a priori, pas des notables, mais en 1945, ils vivent assez confortablement pour des gens de la campagne. Le berger, qui se rend sur place plusieurs fois par jour, avance donc sans crainte, franchit le mur en pierre sèche qui se trouve devant la bâtisse et entre ainsi dans ce qui fait office de cour intérieure. Et là, plus un seul de ses membres ne bouge. Il s'arrête net. Devant lui, un cadavre, celui de son patron, qu'il reconnaît directement. Autour du corps, c'est une mare de sang qui s'étend presque jusqu'au pied du berger. Le corps du fermier, lui, est criblé de balles. Rouget se précipite à l'intérieur du mas, sentant bien que ça ne peut pas s'arrêter là. Et Joséphine, et les enfants. Devant la porte de la chambre conjugale, il découvre le corps de la maîtresse de maison, Joséphine. Criblé de balles lui aussi, mais cette fois, la quantité de sang est très impressionnante. Devant l'odeur, il porte un mouchoir à son nez. Pas étonnant tout ce sang, car en s'approchant, il découvre que la pauvre femme a aussi eu la gorge tranchée. À ses côtés, gît le jeune René, tué exactement de la même façon que sa mère. Le berger retient la bile qui fait déjà baigner ses molaires parce qu'il sait. Pour faire le tour de cette boucherie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il sait qu'il va devoir maintenant pousser la porte adjacente, celle de la chambre des gamines. Les fillettes, couchées sur leur lit, baignent elles aussi dans une mare de sang, le cou ouvert en 2 et les jambes brûlées par un feu de branchage qui n'a de toute évidence pas assez pris pour faire partir ce massacre en fumée. Rouget n'avait donc pas rêvé. Les coups de feu du réveillon étaient bien réels.
En s'approchant un peu plus des corps, il se rend compte que la petite Anne-Marie, 8 ans, respire encore. Un filet d'air sort de ses narines. Elle est pourtant complètement prostrée sur son lit, dans une position improbable et les yeux fermés face au cauchemar. Rouget repart fissa de la propriété, mi-épouvanté, mi-électrisé, et fait directement venir la gendarmerie et les médecins du coin. La petite est évacuée vers l'hôpital le plus proche pour y recevoir les premiers soins en attendant de pouvoir peut-être l'interroger, si elle survit. Elle serait le seul témoin de ce drame familial et donc la seule personne capable de donner des éléments tangibles sur le ou les assassins. Un témoin dont la petite vie ne tient maintenant qu'à un fil ou à un miracle. Le corps du père est retrouvé dans la cour, son propre fusil couché à ses côtés. Les flics pensent que le ou les assassins se sont présentés à la nuit tombée, peut-être entre 21h et 22h, selon les premiers rapports d'autopsie. Imaginons, le chien aboie. D'ailleurs, il ne sera jamais retrouvé ce chien, il n'en sera même pas fait mention dans l'enquête. Mais imaginons qu'il aboie, et que M. Salier se lève. C'est le réveillon de Noël, peut-être la famille n'est-elle même pas encore couchée. Son fusil en main, il sort dans la cour pour vérifier si un rôdeur ne traîne pas dans les parages. Ce ne serait pas la première fois, la localisation de l'exploitation, au bout d'une impasse déserte, donne souvent l'idée à des gars de s'aventurer par là. Il sort, et là dans la cour, l'assassin ne lui laisse aucune chance de déblatérer, 12 balles d'une mitraillette modèle Stengun ont transpercé le fermier. Il meurt sur le coup. L'inconnu pénètre alors dans la maison et les gendarmes pensent qu'il connaissait bien les lieux ou qu'il y était au moins déjà entré. En entendant les coups de feu donnés sur son mari, on imagine bien la mère de famille, Joséphine, sursauter dans son lit ou sur son fauteuil. Elle sort alors de la chambre conjugale quand elle tombe nez à nez avec le tueur. Comme son mari, elle est criblée de balles et s'effondre sous les yeux de son fils René, attiré par les tirs et les cris. Adultes ou adolescents, ils sont tous traités de la même façon, et le tueur réitère son geste sur René, à bout portant cette fois. Avec le nombre d'impacts et la violence des tirs, ces trois-là n'ont aucune chance de s'en sortir. Dans leur chambre, les deux petites filles n'osent pas bouger, tétanisées par les cris et la peur de leur famille. L'homme pousse la porte, les gamines se recroquevillent sur leurs lits respectifs et ferment les yeux en attendant que le tueur leur réserve le même sort. Sauf que la mitraillette s'enraye et ils se retrouvent incapables de les tuer. Il s'empare alors d'un rasoir ou de quelque chose qui y ressemble, avec une lame très fine dans tous les cas, et il égorge les deux fillettes impuissantes. Puis il dépose quelques branches sèches trouvées dans la cour sur leurs jambes et il y met le feu. Plein de sang, il revient dans la cuisine et dans ce qu'on pense être une poussée de rage destructrice, il égorge à leur tour la mère et le fils, gisant déjà sur le carrelage. Tous les membres de la famille mis hors d'état de nuire, il s'empresse de retourner le mas à la recherche de l'argent qu'il pense y trouver. Quand les gendarmes locaux arrivent sur place, ils se rendent bien compte qu'ils vont vite être dépassés par la situation. C'est déjà difficile de regarder ces corps ensanglantés napper le sol de la maison. C'est alors le commissaire Bressel de la brigade spéciale de Montpellier qui prend avec son équipe le relais de la gendarmerie quelques jours plus tard. Le problème dans cette enquête naissante, c'est qu'il n'y a pas d'indices, ou très peu. On est en 1945, très loin d'utiliser l'ADN au niveau policier pour retrouver le coupable. Mais on a le plus important, non ? La gamine. Anne-Marie, elle est bel et bien en vie. Mais elle ne parle pas. Depuis cette nuit-là, elle ne parle plus. Puis un jour, sortie de l'hôpital, elle répond aux questions. Mais son discours reste complètement incohérent. Les policiers n'ont absolument rien à se mettre sous la dent. La presse, quant à elle, s'est emparée de l'affaire, évidemment, mais n'a vraiment que des miettes délivrées par les autorités pour tenter de tenir les gens en haleine. En plus, le peu d'infos qu'ils ont pour attraper celui qui a fait ça pourrait aisément l'inciter à se terrer dans un coin de garrigue pour ne plus jamais en sortir. Alors côté flic, on ne prend pas de risque et on en dit le moins possible.
Comme la presse n'a rien, elle tente des hypothèses. Pas toujours heureuses, je dois vous le dire. Dans le Midi Libre du 27 décembre 1945, soit 2 jours après le massacre, on peut lire par exemple « Il apparaît nettement que l'individu incriminé n'est ni un arabe, ni un nègre. D'ailleurs, les docteurs Marron et Fayot se portent garants que les fillettes n'ont pas été violées. » Ça vous donne un aperçu de l'ambiance dans la campagne française au sortir de la guerre. De bons gros relents racistes, parce que l'étranger là, on n'en veut plus. Plus jamais. Puis, peu à peu, les articles se tournent vers les mystères de la famille ou leur potentiel secret. Forcément, dans une enquête pour assassinat, encore plus pour un quadruple assassinat, encore plus pour un massacre familial, quand on n'a rien comme indice qui mène à l'extérieur, on vient fouiller à l'intérieur. Première hypothèse, on évoque d'abord une vengeance de guerre. Bof. Pas plus d'indices que ça pour venir étayer cette thèse, si ce n'est que le MAS a servi de terrain de parachutage pour les Alliés à la fin de la guerre. Si un Allemand traînait encore dans le coin, il aurait peut-être tenté quelque chose. Je sais pas vous, mais moi, j'y crois pas trop. Ensuite, deuxième hypothèse, on soupçonne des prisonniers allemands évadés il y a peu de la centrale de Nîmes. Ouais, encore une question d'Allemands. Décidément, plus de 6 mois après l'armistice, on pense toujours que les gars humiliés vont venir décimer une famille entière pour le plaisir ou pour un peu de fric. À mon avis, ils n'en sont plus vraiment là. La troisième et dernière hypothèse est la plus probable, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les policiers. La petite Anne-Marie a rapporté au milieu de détails qui ne servent à rien qu'un homme qu'elle n'avait jamais vu avant avait frappé à la porte le samedi précédent le drame, puis il était revenu le lundi, avait apparemment discuté un moment avec ses parents. C'est vrai que ça peut ressembler à un petit repérage tout ça. Des hypothèses, c'est tout ce dont disposent les autorités, qui, après avoir participé à l'effort de guerre ces 6 dernières années, doivent encore voir des horreurs dans leur propre campagne. On n'est plus en 1914. Ceux-là ont envie de trouver le ou les salauds qui ont fait ça. Mais ils n'ont pour ainsi dire aucune piste. Le mas de Looz reste ainsi figé dans le temps, maintenant célèbre dans toute la France, pour être devenu le mas maudit. Il faudra attendre septembre 1946, presque 1 an après le massacre de la famille Salier, pour que l'enquête connaisse un nouveau souffle. C'est ce que je vous raconterai dans le 3e et dernier épisode de cette saison 9 de Crimes oubliés, consacré à l'affaire du mas maudit.